We're ready. Yes, I think we can get started. On peut, Yeah, I think so. si vous voulez. I think so. Voilà. Oh, d'accord. Bienvenue dans cette collaboration entre People That Deliver et SAPIX. Je suis Jenny Froome, CEO de SAPIX en Afrique du Sud. Mon français n'est pas bon, donc excusez-moi. C'est important pour SAPIX car nous avons des membres qui nous soutiennent, mais certains ne parlent que très peu l'anglais, comme mon petit français. La communauté est importante pour nous et peu importe de langue que vous parliez. Merci beaucoup à notre panel de professionnels distingués d'avoir partagé vos expériences. Merci beaucoup à Alexis, from People That Deliver, pour tout ce qu'elle a fait pour nous aider à organiser ce webinaire. Maintenant, je voudrais passer la parole à Emmanuel. Merci tout le monde. Merci Jenny pour ton introduction. Bonjour chers collègues, bonjour tout le monde. Nous vous remercions pour le temps que vous passez avec nous aujourd'hui pour discuter du personnel de la chaîne d'approvisionnement en santé et le rôle dans le contexte de Covid. Nous savons très bien que les agents de santé compétents et motivés sont essentiels pour assurer des prestations de services de qualité de santé en général et de façon particulière dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments pour s'assurer que les produits de santé de qualité, de bonnes conditions et des quantités recommandées, gratuits ou abordables pour l'ensemble, soient disponibles au point de prestation de services. Nous sommes tous plus ou moins familiers avec la pandémie de Covid et avec cette pandémie qui a provoqué une crise sanitaire majeure et mis en quarantaine plus de la moitié de la population, les professionnels de santé, y compris ceux qui travaillent aussi dans la chaîne d'approvisionnement, sont en première ligne dans la gestion de l'épidémie de Covid-19, parfois dans des conditions qui sont difficiles. Et d'après les prévisions dans la majorité des pays, cette situation est amenée encore à durer peut-être quelques mois ou des années, on ne sait pas trop, mais il faut quand même commencer à prévoir. Et comme dans toutes les crises, ils sont amenés à s'adapter rapidement, tant bien que mal, sur le terrain ou au niveau global. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vouloir partager l'expérience de comment ce personnel a contribué à répondre à cette crise dans les contextes difficiles. Et nous avons le plaisir ou l'honneur d'écouter quelques collègues aujourd'hui qui vont partager leur expérience dans leur pays ou dans leur organisation sur l'avenir de ce personnel. Aujourd'hui, vous avez remarqué, nous avons voulu que toutes les présentatrices soient des femmes pour démontrer aussi de leur rôle majeur dans la chaîne d'approvisionnement. Et nous avons, je vais introduire rapidement, nous avons Fernanda aujourd'hui de l'ASCM, Dr Sokna, Madame Aline Mokerabi-Rouri, Jenny qui s'est présentée tout à l'heure et Alexis qui nous a aidé à mettre tout ça ensemble. Donc, chacune va partager son expérience. Rapidement, je vais passer à l'agenda. Nous allons commencer par la présentation sur la RDC que je vais faire. Par la suite, nous aurons Madame Fernanda de la SCM. Chacune des présentations sera de 10 minutes maximum. Nous avons aussi 2 séries de questions. Donc, la première sera ouverte après la présentation de Fernanda pour poser des questions à elle ou à moi-même pendant 5 minutes. Et nous allons reprendre la série de présentations avec Dr Gay et Madame Mokerabi-Rouri pour 20 autres minutes. Et on vous laissera encore le temps de poser des questions. Et notre très cher Alexis va faire la clôture du séminaire. Slide. OK. Donc, pour les questions, alors, compte tenu du temps, nous allons procéder comme ceci. Vous pourrez poser les questions par écrit
mais en vous assurant que vous précisiez exactement à quelle présentatrice votre question est adressée. Et comme je l'ai dit, pour chacune des séries, nous allons prendre un premier lot de questions après les 2 premières présentatrices et le second lot à la fin. Encore merci pour votre participation. Donc, sans plus tarder, Alexis. Très bien, merci Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alexis Strader, chargée de projet avec People That Deliver. Et je voudrais présenter notre première présentatrice, Madame Emmanuel Assy. Madame Assy est la gestionnaire des services d'approvisionnement avec UNICEF dans le bureau de pays en RDC. Et elle a rejoint l'équipe de UNICEF en juillet 2019. Avant de rejoindre UNICEF, Madame Assy a travaillé en appui au renforcement des systèmes de santé dans plusieurs pays de la région avec des organisations non gouvernementales. Elle a débuté sa carrière dans le secteur privé. Et avec ça, je passe la parole à Madame Assy. Je vous remercie. Merci, Alexis. Slide. OK, donc j'ai déjà discuté du rôle du personnel de la santé dans l'atteinte des résultats de santé. Et comme vous le savez, des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour l'achat de ces médicaments. Et de plus en plus, on reconnaît maintenant l'importance de la chaîne d'approvisionnement et des investissements nécessaires à faire dans cette chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que les produits soient là où ils ont besoin d'être. Et l'un de ces piliers de cette chaîne d'approvisionnement, c'est tout à fait le personnel. Car nous savons que s'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de programme. Un slide. OK. Donc, la RDC l'a bien compris et a décidé de se mettre sur la marche de l'excellence du personnel de la chaîne d'approvisionnement. Et pour ce faire, aider de ses partenaires qui sont UNICEF, People That Deliver et aussi de l'aide consultant de Village Reach, nous avons mené une évaluation de la chaîne d'approvisionnement spécifiquement sur la situation du personnel. Pour ce faire, il a été utilisé la théorie du changement qui a été développée par People That Deliver et qui évalue la compétence du personnel là sur 4 piliers. Les effectifs, les compétences, les conditions de travail et la motivation. Sur cette slide, vous voyez, résumé très brièvement, parce que l'étude a été beaucoup plus dense que ça, les résultats de cette étude qui vous montrent un peu les difficultés qui se posent, mais aussi les forces et faiblesses du système. On voit par exemple que la motivation est quand même bonne dans l'ensemble, même si des facteurs, le manque de transparence dans le recrutement, le manque de profil de carrière pour les personnels de la chaîne d'approvisionnement peuvent des fois annihiler ou avoir des impacts négatifs sur la motivation. De façon générale, il faut beaucoup d'investissements dans les conditions de travail, renforcer l'effectif du personnel et aussi, même si on a quand même dénoté de la compétence du personnel qui est dans un premier temps ou dans l'ensemble un profil de personnel de santé, il faut renforcer les compétences spécifiques en chaîne d'approvisionnement, notamment en gestion des médicaments, en gestion de la distribution, de la logistique, etc. Donc, l'étude a été très, très importante, qui s'est faite sur trois provinces, mais de façon générale, on a pu avoir à travers les conversations un état de comment est-ce que le personnel se sent pour remplir les tâches. Slide. Alors, avec ce personnel, comme on l'a présenté au début, il a été vraiment d'un rôle capital dans la prise en compte de COVID. Et en RDC, ça a été le cas. Donc, le gouvernement de la RDC a mis en place un dispositif important pour la réponse de COVID. Mais ici, j'ai mis 2 points importants spécifiquement parce qu'ils ont permis d'aider le personnel de santé à prendre fonction, à réagir et à être présent là où il le fallait. Donc, le premier point, c'est le leadership. Le leadership s'est matérialisé d'abord par un comité national de réponse qui a été créé en début d'épidémie. Par la suite, on a eu les protocoles de prise en charge qui décrivent de façon pratique comment les agents de santé pouvaient
accueillir ou faire la recherche de patients avec tout le protocole pour être protégé, pour se faire de protection en personnel, aussi de protection et de sécurité du centre de santé. La réponse aussi a été décentralisée, même si concentrée au niveau de Kinshasa. Il y a eu des sous-comités logistiques qui ont été mis au niveau des provinces, au niveau opérationnel, où le personnel de la chaîne d'approvisionnement qui était fait partie. Le deuxième point important, c'est l'assouplissement, c'est le cadre légal et régulatoire, donc la reformulation de politique ou l'assouplissement du cadre pour faciliter les importations, la priorisation du Covid. Et un point important, même si au départ il y a eu une identification de centres de santé ici à Kinshasa qui étaient seulement du public pour faire la réponse, au fur et à mesure, des centres du privé ont été impliqués. Et dans le privé, on a aussi les sociétés privées qui se sont jointes au ministère et au gouvernement pour apporter leur grain de sel à la réponse. Slide. Alors, le rôle de l'UNICEF, je vais être très brève ici parce qu'on connaît plus ou moins UNICEF, je pense, mais en RDC, les actions ont été importantes, que ce soit pour permettre la continuité de l'école ou pour arriver à acheminer les produits. Mais ici, j'ai regroupé quelques points qui ont trait à la chaîne d'approvisionnement, tels que s'assurer de la disponibilité des produits avec la mise en place de stratégies pour l'approvisionnement local en complément des achats au niveau global, pour limiter les contraintes qu'on sait avec les fermetures des frontières, le problème de production de produits limités. Il y a eu l'encouragement aussi pour la production de masques locaux et de la livraison de matériel important au gouvernement avec la Banque mondiale ou d'autres partenaires tels que les concentrateurs d'oxygène et autres au niveau de Kinshasa, mais aussi au niveau des provinces. Nous avons aussi contribué à faire la planification stratégique depuis le début avec la quantification. Et tout récemment, nous avons aidé à faire une quantification jusqu'en 2021 pour s'assurer qu'on puisse améliorer cette disponibilité des produits. La coordination des partenaires aussi a été faite avec, par exemple, le supply portal pour lequel nous avons participé, la mise en place de numéros verts, le support aux plans nationaux. Deux autres points importants, le renforcement des capacités avec la formation du personnel médical, mais aussi l'expérience que nous avons eue de la gestion d'Ebola avec le Covid. Donc, deux points par exemple, pour ceux qui ne sont pas familiers, avec Ebola, déjà, le gouvernement avait plus ou moins un mécanisme en place de réponse de l'urgence qui a pu être aussi bénéfique dans l'expérience, dans les bonnes pratiques sur place. Au niveau d'UNICEF, par exemple, on a pu aussi utiliser le reliquat ou les stocks existants des PPE pour l'approvisionnement de l'Est dans les premières heures où les masques et les autres équipements étaient encore pas disponibles pour achat. Donc, après maintenant ces actions de l'UNICEF, slide. Je vais revenir brièvement sur l'impact de Covid, sur les activités de la chaîne d'approvisionnement et parler aussi comment de façon spécifique cela a impacté la situation que je vous ai présentée au départ de la performance du personnel de la chaîne d'approvisionnement. Donc, rapidement, je pense qu'on est plus ou moins familier. On a eu des retards dans la livraison de matériel Covid avec les fermetures, comme j'ai dit, et d'autres produits de santé. Le fait qu'on ait priorisé Covid a aussi eu des effets inverses dans certains cas avec le retard dans les traitements. On a le fractionnement des produits ou des masques et des PPE qui n'étaient quand même pas toujours en nombre suffisant, un impact sur les coûts de transport et le manque de visibilité dans la gestion sur le bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Et vu que ce personnel-là est celui qui gère toute la logistique, évidemment, on a des impacts. Donc, j'ai slide. Nous allons classifier ici les impacts sur les 4 piliers des compétences de People That Deliver que nous avons montré et sur laquelle l'évaluation a été faite initialement. Alors, pour les compétences, on remarque qu'en début, il est vrai que le personnel
a reporté un manque de connaissances sur la pandémie, mais avec les mesures prises, les directives, la sensibilisation, les formations, ce niveau a pu être relevé, en tout cas pour au moins la gestion de la crise. Par contre, on montre un niveau de stress plus élevé dû à la stigmatisation. Dans certains cas, on a des centres de santé qui ont été arrêtés quand le personnel clé est atteint de Covid ou un membre de sa famille atteint de Covid. Donc, cette gestion, vu qu'il n'y a pas de politique de remplacement en place, a eu un impact sur la performance. Slide. OK. Donc, ensuite, il y a les conditions de travail et l'effectif. Donc, on reconnaît que de façon générale, Covid a rendu les conditions de travail un peu plus stressantes et dures. Il y a l'existence de kits de protection, souvent en quantité insuffisante. Le manque d'équité, c'est que les personnels en province n'ont pas le même accès, par exemple, aux tests ou aux équipements qu'au niveau de Kinshasa, par exemple, ou encore le manque d'outils de travail qui avait été relevé dans l'étude, s'est exacerbé pendant le Covid. Une effectivité limitée du travail par Internet, parce que bon, les processus ne sont pas en place nécessairement avec le gouvernement, par exemple, pas de signature électronique. En ce qui concerne l'effectif, on remarque que les mesures de confinement ont affecté l'ensemble des équipes parce qu'il est difficile d'atteindre les mêmes résultats qui n'ont pas été révisés avec une équipe restreinte. Donc, slide. Donc, pour finir, on remarque que le personnel a joué un rôle clé. Ils ont été intégrés pour la plupart quand c'était possible. L'effectif, la motivation, les conditions de travail ont été affectées. Cependant, il y a eu quand même une prise en main de l'État pour la formation et un support pour que les agents se trouvent souvent minimal. Le Covid a aussi permis l'opportunité de prendre plus sérieusement les questions de sécurité et conditions de travail avec les discussions sur les protections. Mais il y a plusieurs challenges qui demeurent, tels qu'une meilleure coordination, les outils, les disponibilités des équipements, toujours les stratégies à long moyen terme, l'accessibilité équitable pour avoir une supply chain qui fonctionne effectivement. Je vous remercie. Je pense que c'est tout. OK. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation de Fernanda et vous pourrez poser des questions. Donc, Fernanda est la directrice régionale de l'ASIM, l'Association pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour l'Amérique centrale et du Sud. En ce moment, elle assure le soutien technique à l'initiative de santé publique de l'ASIM en Afrique. Elle possède plus de 17 ans d'expérience dans la production industrielle, la gestion des stocks, les opérations logistiques et la conception de réseaux de distribution pour des entreprises telles que ST Johnson, Shell, etc. Avant de rejoindre ASM, Fernanda a travaillé pendant 5 ans en tant qu'employée, puis consultante en chaîne d'approvisionnement pour International Trachoma Initiative, un programme de dons de médicaments au sein du Task Force for Global Health, travaillant avec les pays africains dans la formation, l'éducation de tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement. Fernanda est titulaire d'une maîtrise en sciences de génie chimique de Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro et d'un master en gestion des systèmes logistiques et de production de l'École des mines de Nantes. Sans plus tarder, Fernanda, la parole est à vous. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci Emmanuel. Je suis très contente d'être là avec vous. Si vous notez un accent portugais, moi je suis brésilienne. Je vous parle depuis Rio et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Un petit mot sur l'ASM, seulement pour vous qui ne le connaissez pas. Donc, l'ASM, c'est la plus grande association de professionnels de la chaîne d'approvisionnement à un but non lucratif. Donc, nous sommes très connus pour les certifications internationales des PICS, notamment le CPIM, le CSCP, dans le cadre d'offres d'apprentissage et développement. Quelques faits en bref, nous sommes plus que 45 000 membres professionnels dans tout le monde. Nous sommes dans plus que 100 pays, en Afrique notamment, dans l'Afrique du Sud avec ses PICS et dans l'Éthiopie,
le Sénégal, et le Nigeria, et le Kenya aussi. Nous sommes basés à Chicago et nous sommes plus que 100 personnes en staff, donc nous sommes vraiment en association internationale. Diapo. Oui, avant 2018, l'ASM était très axée sur le secteur privé en soutien des grandes entreprises. Mi-2018, l'ASM a reçu un don de la fondation Bill et Melinda Gates Foundation. Et il a vraiment démarché ce qu'on appelle le Global Health Supply Chain Initiative. Et c'est ça que je voudrais vous montrer rapidement, les 3 piliers d'action qui sont d'abattre les communautés de chaînes d'approvisionnement durables, accroître l'utilisation et l'impact du modèle de maturité de la chaîne d'approvisionnement en santé, accroître les communautés des professionnels de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle locale, régionale et mondiale en tirant parti de la plateforme d'engagement des membres et de l'événement de l'ASM, et aussi renforcer la capacité stratégique du personnel du ministère de la Santé grâce aux formations et certifications, l'apprentissage transformationnel tirant parti des normes mondiales. Diapo. Merci. Donc, d'abord, je voudrais partager avec vous quelques leçons apprises dans les organisations que sont notre membre, dans ce qu'on a appris avec toutes les entreprises et les NGO et les pays dont nous travaillons. Donc, ce qu'on a observé, c'est que la COVID, c'est que la majorité des organisations ont une feuille de route pour la transformation numérique. Bien qu'elles ne sont pas identifiées, qu'elles sont dans différentes échelles, mais tout le monde a une feuille de transformation. Donc, la COVID, elle a amplifié le besoin et même accéléré, mais ne pas changé. Donc, la transformation numérique est devenue quelque chose d'obligatoire pour vécu dans le monde. Nous savons que les meilleures chaînes d'approvisionnement, la plus performantes, vont accélérer les investissements numériques, comme je viens de mentionner, intégrer pleinement la gestion des risques à la planification synchronisée. Et autrement, la gestion et identification des risques sont intégrés dans la planification. Développer des collaborations publiques-privées les plus efficaces. Rééquilibrer les réseaux d'approvisionnement mondiaux avec l'agilité comme un avantage concurrentiel, ça veut dire peut-être une approche géographique des fournisseurs de produits entrants, c'est on redescend de la réseau des supplies. Mettre à jour aussi le manuel de gestion des risques pour les événements mondiaux sur la santé et les changements climatiques. Dans tous les manuels de gestion des risques, il y avait de tout. On sait qu'on a observé, il y avait de la guerre, il y avait des attaques terroristes, de changements climatiques, des ouragans, des catastrophes, mais il n'y avait pas une pandémie. Donc, il faut tout à fait revoir tous les manuels pour savoir si ce n'est pas une question de s'il y aura une autre pandémie, mais quand il y aura une autre pandémie et que le monde, que les entreprises, que le pays sont préparés pour bien le mener parce que ça va arriver. Diapo. Ici. Donc, au niveau du pays, surtout le pays dont on travaille, on a vu quelques défis sur le système d'approvisionnement, comme l'augmentation des cas communautaires avec tension au niveau des sites de prise en charge. On voit le besoin urgent d'améliorer la capacité de personnel de soins de santé et de la chaîne d'approvisionnement. Faible prévision et disponibilité des produits COVID de points de soins, utilisation. Absence de visibilité des informations de bout en bout et une faible coordination de différents acteurs dans la chaîne COVID. Donc, ce sont tous des défis qu'on a bien notés. Diapo. Oui, clairement, on voit les rôles clés du personnel de la chaîne d'approvisionnement, surtout les logisticiens, les responsables de planification et prévision, qui doivent répondre à tous les scénarios qui changent rapidement. C'est un défi pour tous les professionnels de la chaîne d'approvisionnement, pas seulement en Afrique, pas seulement en santé publique, c'est un défi global dans toutes les entreprises, c'est un défi commun. À cette fin, on a soutenu la préparation et la réponse à la COVID en
autant que donner le membre de la Task Force COVID dans nos pays d'intervention, qu'ils soient enregistrés dans la communauté virtuelle COVID-19 dans la plateforme de la SEM. Ça veut dire que dans cette communauté, on peut partager des expériences, des défis, des bonnes pratiques. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, sont une plateforme d'échange d'expériences. Nos équipes sur le terrain aussi jouent un rôle très important dans la redynamisation des groupes techniques logistiques au sein de la Task Force à travers du soutien au déroulement des réunions régulières, des échanges d'expériences et discussions, et soutien à la coordination autour des acteurs clés. Diapo. On sait que les compétences et les outils pour soutenir la planification, l'intervention et le rétablissement de cette pandémie ne sont pas facilement faciles à ces groupes de professionnels dans la chaîne d'appro et qui sont également en première ligne et si importants dans la lutte contre cette épidémie. Donc, dans le potentiel domaine de collaboration, ce que nous proposons, nous offrons dans nos pays d'intervention, c'est de soutenir l'identification des segments de la chaîne d'approvisionnement COVID-19 à haut risque, donc bien l'identifier parmi les autres chaînes. Tirer profit du modèle de maturité pour identifier et analyser les risques de chaînes COVID, spécifiquement leurs impacts sur le système d'approvisionnement. Élaboration et coordination de plans qui synchronisent le plan opérationnel de la chaîne et la préparation dans la lutte contre la COVID. Et aussi faciliter les ateliers de collaboration avec les donateurs, les partenaires locaux et privés pour l'exécution des activités d'atténuation des risques. Diapo. En conclusion, en reconnaissance du rôle essentiel des professionnels de la chaîne d'approvisionnement de la lutte contre Covid, nos efforts sont axés au soutien aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement à travers des outils de formation qui permettront d'améliorer les prévisions, d'accroître la disponibilité des produits COVID au point de soins. On envisage également qu'au futur, on pourra soutenir et établir aussi un plan de logistique renversé pendant la phase des rétablissements. Donc, nous investissons, comme je l'ai déjà dit, à l'assistance technique au ministère de la Santé, dans la task force contre la lutte et le bon rétablissement. Je voudrais aussi vous montrer que le programme de renforcement de capacité fourni numériquement en faveur d'une meilleure planification de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont ouverts à tous et c'est un accès gratuit à une formation de base de la distribution et de la logistique par notre plateforme numérique. Ça, c'est disponible dans le site de l'ACM. Ce cours veut augmenter la capacité technique de travailleurs de la santé de la chaîne d'approvisionnement à mesure qu'ils cartographient et distribuent les produits de santé. Donc, c'est quelque chose qu'on partage avec la communauté des professionnels aussi. Et finalement, l'utilisation du modèle de maturité de la chaîne d'approvisionnement en santé pour identifier et résoudre rapidement les lacunes légales du processus de planification de la chaîne d'approvisionnement et les risques liés à l'approvisionnement. Un dernier rappel, actuellement, nos interventions sont basées sur le Sénégal et la sous-région, le Nigeria, Kenya et Afrique du Sud. Donc, je vous remercie pour l'attention. Merci. OK, merci beaucoup Fernanda, c'était très instructif. Nous avons quelques questions, donc je pense qu'on va les adresser un instant. Alors, je vais commencer par les questions à Fernanda et après je vais adresser les questions pour la RDC. Fernanda, première question. Comment avez-vous fait pour faire face au manque de vols depuis l'Asie vers certains pays en Afrique, entre autres Sierra Leone, vers les pays. Merci. Ensuite, la deuxième question. Existe-t-il un bon dans un des pays dans lesquels vous intervenez? Allô?
Oui, donc je lis la question, Emmanuel, parce que l'audio n'est pas bien arrivé. Donc, pour la première question avec le manque de vols, je vous dis que je n'ai pas des informations par la logistique à l'interne dans le pays. Peut-être c'est une bonne question que la PNA pourrait intervenir, c'est la question, parce que c'est quelque chose que mène dans la gestion des entrants dans le pays. Donc, c'est quelque chose que nous, chez l'ASM, nous n'avons pas la coordination et la vision très proche qu'eux. La deuxième question, si vous pouvez répéter les critères de sélection des pays que l'ASM intervient. Donc, ce critère, ils viennent en fait de la donation de la Fondation Bill Melinda Gates. C'est eux qui nous ont montré où sont les pays où nous devons intervenir. Notamment, donc, ce sont ces 4 pays, Sénégal, Kenya, Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais dans le Sénégal, ça inclut aussi la sous-région, qu'on peut aussi intervenir. Merci. Oui, bonjour. Ok, la dernière question. Allô? Oui, bonjour. Qui a l'appareil? Oui, moi, c'est Moumine Yaro. Je suis supply chain specialist au sein de la Task Force for Global Health, ici basée aux États-Unis. Et j'évolue dans le domaine de la chaîne. Qui est en ligne? Oui, bonjour. Voilà, dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, qu'on appelle Neglected Tropical Diseases, NTD. Donc, voilà, tout au long de mon parcours, j'ai remarqué que vraiment, effectivement, dans le domaine public, il y avait vraiment une carence en termes de techniciens, de spécialistes en chaîne d'approvisionnement, ce qui fait que le programme n'arrive pas à fonctionner réellement. Et c'est surtout, ce problème se pose surtout dans l'Afrique francophone. Et je pensais, je me disais, mais pourquoi votre association, j'étais au Nigeria récemment, j'ai vu votre association au Nigeria, dans les pays anglophones, mais je n'en avais jamais vu dans les pays francophones. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc là, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais aider à créer une organisation, un chapitre, une représentation de votre association en Côte d'Ivoire afin d'aider vraiment les professionnels à se perfectionner parce qu'il y a vraiment un manque de professionnalisme. Et la plupart de ces personnes ne sont même pas spécialistes du domaine, on le met juste pour gérer la chaîne d'approvisionnement. Donc, je voulais savoir vraiment quel est votre plan, je veux dire, dans le futur, de pouvoir dérouler votre organisation dans l'Afrique francophone afin d'aider vraiment le secteur public à avoir des professionnels bien formés, bien outillés, qui vont faire du travail vraiment pour servir la communauté. Mais merci pour votre question. Ok, vas-y, Fanny. Pardon? Non, vas-y pour la réponse. Non, mais merci pour la question. Moi je pensais que la question c'était à moi, autant que l'association. Je vous remercie pour la question. En plaisir et je partage aussi avec votre avis. Et c'est quelque chose que nous, chez l'ACM, nous rendons compte qu'il faut un soutien plus axé dans le pays francophone. On essaie de marcher traduit de matériel, des formations pour le français. On sait que l'anglais aussi, c'est une barrière. C'est toujours avec ça et nous sommes très impliqués dans le futur. Je ne peux pas garantir quand, mais c'est dans notre feuille de route de vraiment voir quelque chose, autant de soit chapitre, soit communauté virtuelle, soit des groupes de spécialistes pour échange de partage d'expérience pour le pays francophone. On a démarché l'année dernière avec le lancement de ce qu'on appelle le Leadership Forum. On a eu 2 déjà et c'était justement ça, c'était à Dakar. C'était un mois de mars, autre mois de octobre 2019. Donc, il y a eu 2 événements déjà.
Et c'est justement ça, l'idée de rapprocher le secteur privé du secteur public, de changer des expériences, des échanges de best practice. Donc, ça, c'est quelque chose que c'est dans notre feuille de route. Et je crois que dans l'année 2020, sinon 2021, on aura beaucoup de progrès sur cela. OK. Merci. Merci, Fernanda. Je vais prendre quelques questions pour la RDC, 2 ou 3 questions, et le reste, lorsqu'on aura du temps, enfin, on pourra peut-être les adresser. Alors, pour le protocole sanitaire spécifique de protection du personnel, quel mécanisme de suivi de l'application a été mis en place? Le protocole pour le suivi a été basé sur les recommandations, le protocole que l'OMS avait développé de façon générale et qui s'est appliqué, que nous avons aussi contextualisé au niveau de la RDC sur la base, par exemple, des lieux de prise en charge qui ont été identifiés par le gouvernement, mais aussi du protocole qu'ils avaient défini pour prendre en charge les patients. Ce protocole-là inclut pour les médicaments que le gouvernement a décidé d'appliquer. Et donc, dans ce protocole, vous verrez que chaque centre de santé ou chaque agent de santé est invité à un nombre de précautions à prendre lorsque, par exemple, ils ont des cas COVID qui se présentent au centre de santé. Et si ces cas sont mineurs ou si ces cas sont sévères, il y a le protocole aussi pour la prise en charge. Et à chaque étape de ce processus, la PCI correspondante est mentionnée. Aussi pour la recherche de cas, que ce soit pour les patients qui ont été en contact ou qui sont à risque, lors de la recherche de cas dans la population, le protocole définit toutes ces informations. Mais cela a été fait sur la base d'une action de la chaîne était organisée. Bon, je veux peut-être de façon rapide dire qu'on a, je vais parler de la chaîne de l'UNICEF, comment l'UNICEF a pu le gouvernement. Comme je dis, le gouvernement a mis en place le comité national de réponse COVID et c'est ce comité-là qui centralise qui centralise les besoins, mais aussi qui fait la distribution, qui organise la distribution en fonction des informations et des besoins qu'ils ont sur les centres de santé dans les provinces et aussi à Kinshasa. Donc, dans cette coordination définie dans le plan du gouvernement, il y a qui est nécessaire et les partenaires ont pu supporter en fonction de ces matériels que le gouvernement avait définis. Il y a aussi l'UNICEF qui a acheté pour le compte de l'UNICEF, mais aussi pour le compte du gouvernement. Nous avons appuyé quelques partenaires, tels que Sanri aussi, qui ont acheté pour leur programme de santé. Donc, là, au départ, c'est vrai que les commandes que nous avions étaient spécifiquement pour la réponse de COVID, notamment les PPE pour les centres et les agents de santé. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la crise, on se rend compte que tous les programmes, tels que le programme PALU, le programme SIDA, le programme aussi de vaccination, ont incorporé les questions de PCI, les questions de protection des agents de santé et donc on aussi faire des planifications ou des commandes et ces commandes-là aussi, UNICEF peut appuyer à la distribution. Bon, la distribution se fait normalement pour une question de coordination. Nous passons par le comité national qui au moins a un mécanisme en place logistique pour cette centralisation, mais aussi pour ne pas avoir de cacophonie dans le pays où certaines formations sanitaires peuvent recevoir plus que d'autres. C'est vrai que ça ne marche pas de façon parfaite, mais c'est le mécanisme qui est en place. Effectivement, on a du personnel de santé qui a été testé positif, mais je ne peux pas donner le nombre. Ce nombre doit être communiqué par le gouvernement, mais je pense que c'est des questions, c'est des États qui sont en train de produire et lorsqu'on aura les informations, on pourra peut-être les partager sur les forums. Les dernières questions que je peux prendre maintenant avant que les autres participants, présentatrices ne puissent intervenir, c'est quel est le plus grand défi relatif au personnel rencontré au cours des opérations de la chaîne COVID.
le plus grand défi relatif au personnel rencontré. Alors, je pense qu'il y a plusieurs défis et j'ai essayé de les centraliser. Pour les centres dans lesquels la réponse COVID, les centres qui ont été identifiés, le personnel s'est senti surpassé à un moment parce qu'on a la réponse a été concentrée dans certains centres, dû aussi au matériel, mais aussi à ces centres qui sont spécialisés, qui étaient identifiés par le gouvernement. Donc, ici en RDC, nous sommes aujourd'hui à plus de 8000 cas. Nous avons franchi la barre de 8000 cas, dont la majorité des cas sont concentrés à Kinshasa. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte d'inégalité dans la gestion, mais au niveau des centres qui ont été identifiés, c'est vrai que ce personnel s'est senti dépassé au début en fonction du nombre de la limitation de l'effectif de ce personnel. Il y a la motivation, la stigmatisation et même les malades au départ, la population avait du mal à accepter cette pandémie. On l'a traité de pandémie de l'extérieur et donc le personnel aussi avait des questions de sensibilité à respecter et ce n'est pas toujours évident. Donc, je pense que ce sont des défis et je vais m'arrêter là pour permettre à notre prochaine présentatrice on pourra adresser dans un autre cadre. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Dr. Gay Sokna du Sénégal. Alors, rapidement, Dr. Sokna est le chef de service de la PNA. Elle est docteur au Sénégal. Elle est docteur en pharmacie et le justicier avec beaucoup d'expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et produits sinon liés aux méthodes des processus de gestion de la pathologie rénale où elle joue un rôle important dans l'analyse et l'amélioration approfondie du lien entre la performance opérationnelle et les aspects financiers, soutenabilité et plans d'amélioration envisagés. Avant la PNA, elle a occupé le poste de responsable de la pharmacie du district de Pout où elle gérait l'approvisionnement et la gestion des médicaments, des logistiques de vaccination, connaissances pratiques et gestion de l'OGIVAC à l'IRSP au Bénin. Elle a eu aussi beaucoup de cours médicaux, de connaissances pratiques de gestion. Elle est membre du club World, pardon si je prononce mal, Toastmaster International. Elle a également participé à des forums dont le forum leadership de l'ANCM à Dakar. On a fait une présentation sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Dr. Sokna, la parole est à vous. Merci. Dr. Sokna, vous m'entendez? Allô? OK. Est coupé. D'accord. Merci, Emmanuel. Bonjour à tous. C'est vraiment avec un réel plaisir que je partage avec vous l'expérience de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, comme vous savez, qui est un service public dépendant du ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement. On peut dire que la Pharmacie nationale d'approvisionnement est le niveau central, le début de la chaîne. Comme vous savez, au Sénégal, la chaîne d'approvisionnement est constituée par la Pharmacie nationale d'approvisionnement, les pharmacies régionaux d'approvisionnement qui sont des succursales de la pharmacie, les districts et les postes de santé et centres de santé. Et la pharmacie nationale joue un rôle essentiel. Vous n'entendez pas? C'est bon maintenant? Oui, il y a du mieux. D'accord, joue un rôle essentiel. Et par rapport à la présentation, l'historique de la pharmacie nationale, c'est un établissement public de santé qui était auparavant un service public du ministère de la Santé et de l'Action sociale et que depuis 2019, nous vivons un projet de changement de statut juridique parce que, comme vous savez, la pharmacie nationale répond à la commande publique, avec comme activité principale la sélection, la distribution, l'acquisition et le stockage, sous-tendu par un système d'information logistique et la sélection de ces médicaments est basée sur la liste nationale essentielle de médicaments et produits essentiels de santé. Diapo? Diapo, s'il vous plaît.
Non, il y a une diapo. Donc, par rapport à la ressource humaine, la pharmacie nationale dispose d'une cellule dédiée exclusivement à la passation de marché composée de 6 membres, puisque nous répondons à l'appel à la commande publique. Et dans cette cellule, il y a un pharmacien pour le suivi des marchés de médicaments. Également, nous avons pour la gestion de l'approvisionnement et la disponibilité des produits de santé jusqu'au niveau des régions, à savoir les pharmacies régionales d'approvisionnement des pharmaciens. Au niveau central, nous avons 9 pharmaciens, dont 2 CT, qui sont tous des chefs de service et chefs de... Il y a le chef de service achat, distribution, chef de service gestion des stocks, chef de division programme et d'autres pharmaciens qui sont 12 au niveau des pharmacies régionales d'approvisionnement. Ça, c'est vraiment pour montrer l'importance de la ressource humaine dans cette chaîne d'approvisionnement. Et comme vous savez, tous ces pharmaciens sont des cadres supérieurs qui sont soit contractuels ou agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Diapo. Donc, depuis que l'annonce de la pandémie, le 31 décembre, c'est un rappel qu'on fait avec l'OMS qui reçoit l'alerte et les cas sont apparus à Wuhan. Le 7 janvier, on a découvert le nouveau cas de coronavirus. Et ici au Sénégal, on a eu la confirmation du cas le 2 mars 2020, qui était un cas importé. Et il y a eu aussi le 19 mars, le Sénégal qui a fermé ses frontières pour répondre à des mesures barrières. Diapo, qui peut-être impactera. Donc, par rapport à la coordination de la riposte de la COVID, nous avons une coordination nationale dirigée au ministère de la Santé avec un comité national, un système de gestion des incidents dirigé par le COUS et un comité régional de gestion d'épidémie où les pharmacies régionales d'approvisionnement sont membres. Et en interne, il y a eu le comité interne de pilotage de la gestion de la crise liée au COVID par note du directeur. Et dans ce comité, le président et le directeur de la pharmacie nationale d'approvisionnement et le rapporteur et le référent qualité de la structure. Diapo. Donc, les objectifs du comité interne de pilotage, c'est de veiller à la bonne disponibilité des médicaments et autres produits de santé, parce qu'on n'oublions pas aussi que effectivement, il y a la crise COVID, mais il faut penser aux autres produits de santé pour gérer les autres pathologies. D'assurer la collecte des informations et de proposer des solutions. D'assurer une bonne communication institutionnelle. Gérer toutes les urgences relatives aux médicaments et autres produits de santé. Diapo. Donc, toujours pour la coordination interne, il y a eu la mise en place d'un service interne d'astreinte pour gérer les urgences. Donc, la PNA a fonctionné aussi bien le niveau central que les régions. On a fonctionné pratiquement 24 heures sur 24. Mise en place d'une task force autour de la direction pour un suivi régulier des produits. Mise en place d'une plateforme de communication pour rendre compte de la disponibilité des produits. Et il y a eu les réunions de comité d'hygiène et de sécurité pour prendre en charge la sécurité du personnel, aussi bien au lieu du travail qu'en dehors. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Donc, par rapport à cette sécurité, il y a eu des notes qui ont eu à modifier les horaires de travail. Nous, on a restreint juste les horaires de travail, mais on n'a pas réduit le personnel. Et on a travaillé 24 heures sur 24. Et il y a eu une dotation pour protéger le personnel, même chez eux, parce que les gens ont eu à recevoir des masques et de l'alcool. Dotation en masque par l'amicale et la mise en place d'un service de sécurité dans le travail. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est des illustrations par rapport à la coordination. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Par rapport à la COVID, il y a eu l'élaboration d'une liste de COVID constituée de 107 intrants qui sont suivis régulièrement et dès l'annonce de ces produits, nous avions une couverture de 96% de ces produits qui étaient déjà disponibles à la pharmacie. Et nous avons eu quand même à ajuster le plan d'approvisionnement, le plan d'acquisition par rapport aux nouveaux besoins. Diapo, s'il vous plaît.
Diapo. Donc, comme point fort, on a noté 96% de la couverture de ces produits dès l'annonce de la lutte et on a ajusté pour acquérir les autres produits qui n'étaient pas dans le portefeuille avec une très bonne planification des commandes et livraisons clients qui a une bonne satisfaction et l'acquisition rapide d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Diapo. Diapo. Ça, c'est l'appui institutionnel. Bon, malgré tout ça, il y a quand même des points à améliorer. La non-maîtrise des besoins nationaux réels, la non-prise en compte des besoins du secteur privé, le renchérissement des coûts liés à des difficultés de transport et la fermeture des frontières, l'annulation de certaines commandes du fait des restrictions, la non-maîtrise des délais de livraison commandes confirmées, l'exigence par certains fournisseurs d'acompte avant livraison, alors que la PNA travaille avec ses fournisseurs sur des paiements différés après réception conforme. Diapo, s'il vous plaît. Et vu tout cela, nous proposons des pistes de solutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire mettre en place un stock de sécurité d'au moins 6 mois pour les intrants de protection, d'encourager la production locale surtout, et d'exempter la PNA, appuyer le développement et par rapport à pour faire face à ces avances, renforcer la trésorerie. Je ne saurais terminer sans vraiment remercier l'ASCM de me permettre, de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur les difficultés que nous avons rencontrées lors de la gestion de cette pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Stockner. C'était très instructif. On va passer rapidement à Madame Aline. Aline a 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, elle travaille pour le projet Impact. Elle a commencé sa carrière au Rwanda, à la Cameroun. Elle a aussi travaillé dans le renforcement du système de santé pendant de nombreuses années avec MSH, Chemonix. Et aujourd'hui, elle nous revient comme conseiller senior et chef de file de MSH, où elle va nous présenter l'expérience de Madagascar. Aline, c'est à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est un plaisir de pouvoir partager avec tous ceux qui sont sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'expérience de Madagascar. Donc, comme c'était dit dans l'introduction d'Emmanuel, je travaille pour le programme Impact. C'est un programme de l'USAID qui est mis en œuvre par un consortium de plusieurs organisations, dont Management Sciences for Health, MSH, pour lequel je travaille. Donc, on appuie le ministère de la Santé pour assurer la disponibilité des médicaments et intrants de santé qui sont nécessaires dans la lutte contre le paludisme, la santé de la mère et de l'enfant et la planification familiale. Donc, nous aussi, on a participé dans la réponse à la pandémie de COVID ici à Madagascar. Donc, les cas importés de Madagascar ont été confirmés au mois de mars 2020 et tout de suite, le gouvernement a créé un centre de commandement opérationnel qui sert à la coordination et à la gestion de la crise. Le commandement de CCO était dirigé par le gouvernement de Madagascar, mais en collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers. Et au sein de ce commandement, on a créé un groupe logistique, tant au niveau national qu'au niveau des régions. Madagascar a déjà 22 régions. Donc, slide suivant. Ça, c'est une situation journalière que le CCO donne chaque jour. Donc, à 14 heures, tous les jours, il donne information sur les cas qui sont confirmés, les cas qui sont en traitement, guéris, forme grave et décès. Et toutes ces informations sont partagées tant au niveau de la télévision pour toute la population au niveau du pays qu'avec les partenaires. Et c'est la source, c'est le ministère de la Santé en collaboration avec l'Institut Pasteur de Madagascar et l'OMS. Suivant. Diapo suivante. Donc, quelles sont les actions entreprises par notre programme dans l'appui de la chaîne d'approvisionnement des intrants liés au COVID? La première, c'était de rendre disponibles les fournitures médicales et les intrants de santé qui sont nécessaires dans la lutte contre le COVID.
Et on a aussi appuyé la continuité des services essentiels de santé et on a aussi adapté les activités de routine au contexte de COVID-19. Suivant. Pour assurer la disponibilité des entrants de lutte contre le COVID, donc nous aussi, on a participé activement dans le groupe logistique, tant au niveau national qu'au niveau des régions. Et le groupe logistique a tout de suite s'est mis en place pour pouvoir identifier et quantifier les commodités qui sont disponibles au niveau du pays en relation avec les protocoles de prise en charge qui avaient été mis en place au niveau du pays en adéquation à ce que l'OMS a déjà planifié. Donc, il y a eu l'acquisition et surtout la plaidoirie pour la mobilisation des financements, des matériels et équipements selon le plan développé en urgence auprès des instances supérieures, que ce soit au niveau du gouvernement et même auprès des bailleurs de fonds. Et comme nous sommes un programme de l'USAID, nous avons aussi fait une plaidoirie pour la mobilisation des ressources, surtout auprès de notre bailleur, l'USAID. On a pu aussi faire une acquisition de matériel, surtout le matériel qui était disponible au niveau du marché local, comme les masques ou bien les cache-bouches qui sont produits ici localement, et même des solutions gel, mais aussi avec un achat aussi des produits qui venaient de l'extérieur. Mais comme il y avait au niveau mondial un petit peu de rupture ou bien de manque de disponibilité, donc on s'est beaucoup plus attelé à l'achat local. La diapo suivante. Ça, c'est une photo qui juste montre la réception ou la dotation qu'on a fait au niveau de certaines régions des matériels de protection individuelle pour assurer que les professionnels de la santé, surtout nos agents de la chaîne d'approvisionnement, soient protégés contre le COVID. La diapo suivante. Pour assurer aussi la continuité des services essentiels de santé, puisqu'on devait continuer avec les programmes prioritaires, le paludisme, la santé de la mère et de l'enfant, donc qui était fait en parallèle avec la gestion. Ce n'était pas aussi facile, mais on a appuyé les personnels de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir assurer que les programmes prioritaires ne soient pas mis à l'écart. Donc, on a continué à assurer la disponibilité des médicaments liés au COVID et surtout à travailler sur la mobilisation des financements extérieurs pour assurer la pérennité ou les financements futurs. Donc, on a aidé le personnel de la chaîne d'approvisionnement à vraiment travailler en télétravail, en vidéoconférence, par la mise à disposition des équipements. Il y en a qui avaient des desktops au bureau. On a dû chercher des laptops d'urgence pour pouvoir les appuyer, payer l'Internet, des moyens de communication pour pouvoir travailler facilement tant qu'ils sont à la maison et continuer à assurer le financement, à assurer plutôt les services de santé. Diapo suivant. Quant à l'adaptation aux activités de routine au contexte, donc nous avons pu, comme j'ai montré la photo tout à l'heure, de pouvoir aussi assurer les mesures de sécurité du personnel. Donc, on a vite travaillé avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux pour pouvoir mettre à la disposition des EPI, donc des matériels de protection individuelle. On a essayé de travailler aussi sur comment on peut continuer à assurer le travail en mode rotation, puisqu'on devait avoir un nombre limité dans les entrepôts, et aussi d'assurer qu'il y ait une désinfectation hebdomadaire pour éviter que le personnel ne soit exposé au virus. Donc, toutes ces procédures ont permis aussi de pouvoir renforcer aussi la capacité du personnel à pouvoir assurer les réunions en ligne, de continuer à travailler à partir de la maison, seule chose qui n'était pas aussi facile au départ. Une autre chose, c'était aussi de plaider pour que le personnel de supply chain soit considéré comme un personnel clé, qu'il puisse même voyager durant les périodes de confinement et surtout ait des autorisations de pouvoir circuler librement pour répondre aux certaines urgences et à la flexibilité de réponse
dans cette situation de COVID. Diapo suivante. Donc ça, c'est de montrer que ce n'était pas évident aussi de pouvoir décharger des camions, réceptionner des médicaments en assurant la distanciation, mais le personnel a essayé. Diapo suivante. Quels sont les défis qui ont été rencontrés? Donc, au départ, c'était la quantification qui n'était pas aussi facile, la disponibilité des fonds rapidement pour pouvoir acheter les matériels de protection individuelle et aussi de s'adapter aux conditions de travailler à distance. Ce n'est pas toujours facile et surtout de ne pas avoir une absence de plateforme électronique qui permet de faire un apprentissage et une orientation pour renforcer les capacités du personnel de supply chain à tous les niveaux à distance. Et aussi, c'est très difficile de pouvoir respecter la distanciation dans l'entrepôt, surtout qu'on doit préparer des commandes, c'est des activités qui sont faites par des personnels qualifiés à la main. Diapo suivante. Quelles sont les leçons apprises? Les leçons apprises, c'est que l'implication de toutes les parties prenantes sont clés dans la gestion de la pandémie. Donc, le personnel de la chaîne d'approvisionnement est crucial. Ils sont invités à gérer des stocks, tant en présentiel, donc c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus, ils peuvent être exposés à une contamination. Donc, il faut assurer leur protection. Et puis aussi, il faut une capacité, une plateforme pour pouvoir, en ligne, pour pouvoir continuer à renforcer les capacités, surtout pour l'utilisation des différents moyens de technologie qui sont mis à leur disposition, avec un changement d'attitude et une adaptation. Et aussi, il faut qu'on puisse renforcer les mesures de motivation du personnel, surtout en pensant aux primes de risque parce qu'ils sont plus exposés à la pandémie. Mais ce qu'on a fait aussi, on a essayé de mettre à la disposition des tests pour le staff ainsi que leurs familles au cas où on détectait qu'il y avait des cas de COVID. Donc, je profite de cette opportunité qui m'est offerte de pouvoir vous remercier beaucoup de votre attention. Merci et bon après-midi. Emmanuel, tu es là? Tu m'entends? Oui, j'étais déconnectée, je viens de revenir. Merci. OK. Je vais regarder si on a des questions. Oui, il y a des questions. On va prendre Oui, une Emmanuel, question je vois- peut-être je par vois deux intervenante. questions. Je Oui, vois oui. deux questions, Emmanuel. Je vois deux questions peut-être qui me sont posées. Il y a une que j'ai reçue en privé qui dit quelles sont les menaces réelles des activités de vente dues à la COVID-19. Je ne sais pas si je dois répondre en privé ou bien je dois répondre à tous. Et il y a un autre, docteur Sorna, qu'est-ce que vous avez fait pour que la PNA, qui est une structure, soit associée, gouvernement, soit associée Vous pouvez répondre à celle-là rapidement, on est déjà passé le temps. Puis, vous pouvez répondre à celle-là, oui. Et... D'accord. En fait, cette question, elle est facile parce que je dis, comme j'ai dit, la PNA est représentée dans toutes les instances de coordination du ministère parce que Aline, la question que vous avez prêtée en même temps, c'est pouvez-vous nous parler brièvement des résultats dans le traitement des cas de COVID par COVID organique? Je peux continuer? Est-ce que je parle? Non, non. Oui, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, comme je disais, la PNA, c'est effectivement une structure du gouvernement et l'État a mis en place un système d'approvisionnement public qui est géré par la PNA avec ses démembrements. C'est la PNA qui assure l'approvisionnement, le stockage, la distribution des produits, des médicaments et produits essentiels pour tout le pays dans le cadre public. C'est pourquoi vous avez la PNA qui est dans toutes les instances de coordination, dans toutes les instances
de coordination mis en place au niveau du COVID. Parce que la PNA assiste à toutes les réunions de coordination du ministère de la Santé et de l'Action sociale où il joue un rôle important dans la disponibilité des médicaments. D'accord, pour les risques, les difficultés, les menaces liées aux activités de vente, en fait, c'est surtout lié au fait que les structures sanitaires n'étaient plus fréquentées en période de pandémie parce que les gens avaient peur d'être infectés. C'est ce qui pose vraiment un problème par rapport les menaces de vente dans les structures sanitaires parce que les ventes se font dans les structures sanitaires. Si les gens ne vont plus consulter pour avoir à acheter les produits au niveau des structures, il y a des méventes. Mais il y a aussi la gratuité qui pose aussi un problème. La gratuité qui ne prend pas en compte le stock existant au niveau de la structure sanitaire. Là aussi, c'est une menace. Merci. Ok, la question qui a été posée pour le cas de Madagascar est beaucoup plus liée au traitement par le Covid organique. Donc, j'aimerais d'abord dire que le Covid organique avait été mis en place pour une prévention des cas. Et si vous avez vu la première page ou le deuxième slide qui montrait le nombre de cas à Madagascar, non, ça n'a pas été vraiment exponentiel au début parce qu'il y avait la prévention. Et ça n'a pas perturbé aussi les autres médicaments parce qu'il est utilisé comme un protocole comme tant d'autres. Donc, tous les médicaments doivent être disponibles. Et c'est au choix du patient de pouvoir accepter qu'on utilise le COVID organique ou un autre médicament. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Eileen et Dr. Sokna. J'apprécie beaucoup toutes les questions que les participants ont mis dans le chat. Je prends la parole parce que la connexion d'Emmanuel n'est pas très bien en ce moment. Donc, je sais qu'on a déjà dépassé l'heure. Il n'y a que quelques minutes qui restent de présentation. Donc, si c'est possible de juste rester en ligne avec nous, ça serait super. Et sinon, on va aussi revenir vers vous par email avec des réponses aux questions restantes. Donc, ne vous inquiétez pas, on va répondre par email. Alors, d'abord, je voulais remercier à toutes les présentatrices et aussi la facilitatrice Emmanuelle. Je crois que ces discussions étaient super pertinentes en ce moment. Et aussi, un grand merci à tous les participants qui est venu aujourd'hui, qui a assisté à notre webinaire. C'est vraiment un plaisir de partager ces discussions avec vous. Alors, je voudrais juste donner un peu de contexte pour les co-organisateurs parce qu'on a les deux co-organisateurs, CEPICS et People That Deliver. Pour ceux qui ne connaissent pas CEPICS, c'est une association professionnelle avec 8000 et plus de professionnels. En fait, je parle de la part de la chef d'exploitation Jenny Froome, qui a eu une coupure d'électricité tout à l'heure et n'est pas en ligne. Et donc, l'objectif de CEPICS est d'élever la profession, sensibiliser et inspirer les professionnels de la chaîne d'approvisionnement et fournir une plateforme pour que leur voix soit entendue en Afrique et au-delà. Le prochain événement en ligne s'appelle Africa Supply Chain in Action, qui va se passer en août, y compris plusieurs présentations en français. Donc, je vous encourage de visiter leur site web pour avoir plus d'informations et aussi de savoir comment devenir un membre CEPICS. Alors, aussi, c'est un petit contexte sur People That Deliver. Vite fait, moi, je travaille pour cette initiative qui a été lancée en 2011. J'imagine que quelques-uns de vous, comme participants, vous connaissez déjà People That Deliver. C'est une grande coalition mondiale qui est focalisée sur le leadership technique en ressources humaines pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et vraiment, notre but est de créer des professionnels de la chaîne d'approvisionnement compétentes, soutenus et dotés suffisamment
et aussi déployés dans des secteurs publics et privés au sein du système de santé. Et comme vous voyez dans ce diapo, nos membres viennent de plusieurs types d'organisations. On a des membres des ONG, des bailleurs, des gouvernements, le secteur privé et aussi des associations professionnelles comme CEPEX. Alors, ça, c'était déjà couvert par les autres présentatrices et donc, c'est juste pour souligner sur le personnel de la chaîne d'approvisionnement. Comme vous savez déjà, il y a plusieurs personnes impliquées, plusieurs professionnels impliqués dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les produits de santé. Et on compte sur eux pour assurer la disponibilité des produits de santé jusqu'au dernier kilomètre. Et donc, pendant cette pandémie de la COVID-19, il est vraiment important et crucial de continuer de les soutenir et assurer d'aborder les défis expliqués dans des présentations et être sûr qu'on adresse à leurs besoins et les conditions de travail. Donc, je ne vais pas rester longtemps sur ce diapo, juste parce que les présentatrices ont bien capturé les défis actuels et les défis à court et long terme. Mais ce qui est plus important, c'est de parler des 4 voies de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Parce que souvent, avec les défis, on concentre sur les conditions de travail, de dire, OK, on a fourni des masques, on va fournir de protection et faire de distance sociale, mais ce n'est pas seulement ça, il y a des autres activités qu'il faut faire pour soutenir aux professionnels dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, je donne quelques points de recommandation ici pour les compétences quand il s'agit de la motivation, les conditions de travail et les effectifs, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme vous savez. Et donc, si vous voulez un document plus compréhensif, vous pouvez consulter la théorie du changement de PTD qui se trouve en français sur notre site web. Et juste dernièrement, pour vous dire que ce n'est pas nécessaire de commencer par zéro. Il y a plein de ressources déjà, même en français, qui existent, des guides, des outils, des publications. Et donc, PTD a essayé de dresser une liste de ressources sur notre site web. Je donne la page sur ce diapo. Et on a aussi développé un document de plaidoyer en français qui peut vous aider si vous êtes en train de développer des plans de travail, des plans d'action pour l'urgence, pour la pandémie de COVID-19 et vous voulez quelques points, quelques messages de plaidoyer ou bien accès aux ressources qui sont fiables et recommandées par nos partenaires. Vous trouverez ça dans ce document de plaidoyer qui est sur notre site web aussi. Et bien sûr, si vous avez des questions ou vous cherchez quelque chose de spécifique, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi, soit la directrice Dominique. Et donc avec ça, je vais m'arrêter là juste pour vous remercier encore une fois, remercier toutes les présentatrices et on va envoyer un lien à l'enregistrement bientôt et aussi toute la présentation, comme ça vous pouvez garder avec vous. Et donc avec ça, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi et soirée et je vous remercie encore. OK, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.